Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 40. Aujourd'hui, on va décortiquer une confrontation assez exceptionnelle. Imaginez, l'une des journalistes les plus connues de France, Léa Salamé, qui se retrouve littéralement sur le grill face à des députés. On va analyser ensemble comment une simple audition parlementaire a pu se transformer en un véritable procès public. Et voilà la question qui est au cœur de tout ça, une question franchement explosive. Est-ce qu'une journaliste peut vraiment rester impartiale quand sa vie privée, son couple, la relie directement au monde politique? C'est tout le dilemme qui a été posé, sans aucun détour, à Léa Salamé. Alors plantons le décor. On est à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête a été créée pour éplucher la fameuse neutralité du service public et qui convoque-t-il une des figures de proue du journalisme français. L'ambiance, vous vous en doutez, est électrique. Chaque mot compte, chaque silence est analysé. Et l'enjeu, il dépasse de très loin la personne de Léa Salamé, c'est carrément le rôle de l'audiovisuel public qui est sur la sellette. Pour bien comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, on va suivre le déroulé de cette audition en 5 actes. D'abord, on verra le face-à-face initial avec les députés. Ensuite, on plongera au cœur de la polémique, la fameuse affaire Glucksmann. Après ça, on passera au crible les controverses sur son travail de journaliste. Puis, on abordera les questions qui fâchent, celles sur la transparence et l'argent. Et enfin, on verra comment elle a complètement retourné la situation pour défendre non plus seulement sa personne, mais tout le service public. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le face-à-face commence. Et il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une interview, C'est un interrogatoire, sous serment, où la pression est absolument maximale. Et ce n'est pas juste une formalité, loin de là. Rien que la durée, ça vous donne une idée. 2h30, c'est un vrai marathon. C'est fait pour tester la résistance, la cohérence, pour chercher la petite faille. Chaque minute est une épreuve. Dès le début, Léa Salamé joue une carte intéressante. Elle ne se place pas en victime. Au contraire, elle se présente comme une professionnelle qui assume. Dans sa déclaration, en gros, elle leur dit « Oui, le monde est méfiant et c'est normal que les citoyens, à travers vous, nous demandent des comptes. On doit le faire. » C'est une manière très habile de prendre un peu le contrôle du récit dès le départ. On passe maintenant au plat de résistance, le sujet que tout le monde attendait, le point de friction principal de toute cette audition. Cette fameuse frontière, parfois très floue, entre sa vie privée et son impartialité de journaliste. Et bim, la première salve est tirée par le rapporteur de la commission. La question est directe, elle est provocatrice et elle est clairement conçue pour déstabiliser. En imaginant cette hypothèse, il ne l'interroge pas que sur son couple. Il sous-entend qu'il y aurait un 2 poids 2 mesures au sein de France Télévisions. C'est une attaque frontale, sans détour. Et là, c'est fascinant, parce que la première réaction ne vient même pas de Léa Salamé. C'est le président de la commission lui-même qui intervient, et tout de suite pour recadrer son propre rapporteur. Et en faisant ça, il déplace le débat sur un tout autre terrain, celui de l'indépendance des femmes. Ça montre bien qu'il y a une vraie fracture au sein même de la commission sur la manière de mener cet interrogatoire. Finalement, la réponse de Léa Salamé arrive. Elle est claire, nette, précise. Et elle ne se contente pas de défendre son professionnalisme, non, elle affirme son identité. Le mot talisman, il est très fort. Ça suggère que son indépendance, c'est pas juste une règle de déontologie, c'est quelque chose de précieux qui la protège et qui la définit. C'est vraiment le moment clé de sa défense personnelle. Bon, le volet personnel étant passé, l'interrogatoire se déplace. On passe maintenant sur le terrain purement professionnel. Parce que, bien sûr, ses détracteurs l'attendaient aussi au tournant sur son travail de journaliste au quotidien. Visiblement, la commission a bien bossé son dossier. Les attaques se concentrent sur 4 points bien précis. D'abord, une erreur factuelle assez grave commise en direct. Deuxièmement, la gestion de propos tenus par un invité, Thierry Ardisson, qui avait fait polémique. Ensuite, une critique plus générale sur sa starification, l'idée qu'elle serait plus une célébrité qu'une journaliste. Et enfin, on remet en question ses choix éditoriaux. On va s'arrêter sur le point le plus sensible, l'erreur en direct. Léa Salamé reconnaît la gaffe, bien sûr. Elle dit que le zéro erreur n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est comment son rédacteur en chef réagit. Il ne la laisse pas toute seule face à la critique. Il parle de défaillance collective et il promet un avant et un après avec des procédures de vérification qui seront renforcées. C'est une stratégie de défense en équipe en fait. L'erreur est peut-être individuelle, mais la solution, elle, est institutionnelle. Et face à l'accusation de starification, sa réponse, c'est une défense par le travail. Elle renvoie l'image d'une bosseuse acharnée qui a gravi les échelons par l'effort, pas en cherchant le buzz sur les réseaux sociaux. En fait, elle oppose la rigueur de son boulot, les heures passées à la rédaction, à la superficialité qu'on prête souvent à la célébrité. C'est une manière de dire « Ne vous trompez pas de combat, je suis avant tout une journaliste ». On arrive maintenant à un autre sujet, explosif, surtout quand on parle d'argent public. Après l'éthique personnelle et l'éthique professionnelle, place à l'éthique financière. Et là, ça devient tout de suite très tendu.
Les questions sont très précises et elles visent à obtenir des chiffres. Combien coûte son émission? Quel est son salaire? Pourquoi elle a cette double casquette, à la fois animatrice et productrice? Et surtout, pourquoi France Télévisions n'a pas fourni les documents financiers que la commission avait demandés? Ce dernier point, ça transforme une simple question en une potentielle affaire d'obstruction. Et là, la tension monte d'un coup. Le président de la commission, qui était plutôt de son côté jusque-là, lance un avertissement qui fait froid dans le dos. Ce n'est plus une discussion, là, c'est un rappel à la loi. Le fait même de parler de sanctions pénales, ça fait basculer l'audition dans une autre dimension. La menace est à peine voilée. Alors pour justifier son rôle de productrice, Léa Salamé sort un argument totalement inattendu et très puissant. Elle ne parle pas d'argent, ni même de contrôle éditorial. Elle parle de survie professionnelle dans un milieu qu'elle décrit comme sexiste. Elle explique en gros qu'être productrice, c'est une sorte d'assurance-vie pour une femme dans les médias, pour éviter de se faire mettre à la porte une fois passé un certain âge. C'est une défense vraiment percutante. On arrive dans la dernière partie, et c'est là qu'on assiste à un véritable retournement. Après avoir passé des heures à se défendre personnellement, Léa Salamé change complètement de perspective. Elle devient l'avocate non plus d'elle-même, mais de l'institution tout entière, le service public. Son message est simple, mais il est fondamental. Elle rappelle aux députés que avoir un audiovisuel public puissant, ce n'est pas une lubie française, c'est une condition essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. C'est une façon de remettre toutes les petites polémiques dans un contexte beaucoup plus large, celui de l'intérêt national. Et pour bien illustrer son propos, elle utilise cette comparaison très concrète. Elle met en lumière ce que l'argent public permet de financer. Des sujets d'intérêt général, des documentaires, des soirées sur des thèmes comme l'illettrisme ou le handicap. Des choses qui ne sont pas forcément rentables. Et elle pose cette question presque rhétorique, qui finance ça sur les chaînes privées? La réponse est dans la question, personne. C'est une défense par la preuve de l'utilité sociale. L'audition se termine sur cette note beaucoup plus personnelle. Après tous les arguments techniques, politiques, elle conclut par une véritable déclaration d'attachement, presque d'amour. C'est sa façon de dire que son engagement, ce n'est pas juste un métier, c'est une conviction profonde. Au final, cette audition ultra intense, elle soulève une question qui nous dépasse tous. Le cas de Léa Salamé, au fond, n'est qu'un symptôme. La vraie interrogation, celle qui reste, c'est de savoir quel service public on veut pour demain. Quelle doit être sa mission dans un monde médiatique totalement éclaté et surtout, comment on garantit son indépendance face à des pressions politiques qui sont, on le voit bien, de plus en plus fortes. Le débat, lui, ne fait que commencer.